Bonjour tout le monde! Bienvenue à Josette sur le side. Hello. Cette semaine, on vous parle de ça ici, Shadow of the Demon Lord. C'est un jeu de rôle, évidemment. Grimdark Fantasy. Donc, on parle d'éléments d'horreur. On va parler de mortalité. Les personnages sont relativement fragiles. Pas mal plus qu'à Donjon Dragon. Puis j'avais envie de présenter ça cette semaine, parce que la semaine passée, la dernière fois, on a parlé de Delta Green, puis je vous avais dit que je voulais vous parler de Shadow of the Demon Lord. C'est un des jeux que j'ai commencé à jouer récemment. Fait que c'est tout nouveau pour moi. Fait que c'est sûr que, tu sais, bon, je vais dire, mon niveau d'expertise est relativement limité avec le jeu. Mais j'avais envie d'en parler parce que... C'est le DM pareil? Ben oui, mais ça, c'est la vie. Tu lis les trucs de façon sommaire, puis tu consultes le livre quand on a des questions. Tu sais. On parlait tantôt du système de magie, je le connais à peu près à moitié, parce que j'ai pas de mage dans mon groupe, fait qu'on n'a pas eu besoin de lire là-dessus trop. Tu sais. Puis j'ai pas eu d'ennemis qui ont eu de la magie encore, fait que bref. Ça pour dire, je voulais en parler parce que, tu sais, bon, on est rendu sur le tard en Christ, là, mais il y a eu la grosse histoire, là, OGL, le monde qui voulait essayer le monde voulait essayer de trouver d'autres trucs que D&D pour jouer. Puis nous autres, ça a été avec ma gang de table. On a voulu essayer Shadow of the Demon Lord parce que c'est un système à des 20. Donc, c'est assez familier avec Donjon Dragon. Pour vrai, c'est pareil, tu sais. Je vais passer ça parce qu'on cache nos faces. Mais c'est ça, c'est un système à des 20. Puis, avec des D6, ultimement, dans le fond. C'est super simple. Fait que tu as des bonus, tu rajoutes ton bonus, ton D20, puis tu as un marque à de ce que je comprends, en tout cas, dans le livre, j'imagine que tout le monde peut faire ce qu'ils veulent avec ça. Tu peux monter, descendre, faire des trucs. Mais le baseline, c'est que 10, c'est toujours ta marque. Pour les challenges qu'ils appellent. Là. C'est le fun, ça. Je sais qu'il y a des jeux comme Morbork aussi. C'est ça que ça. Tu as un DC state qui change en fonction de whatever qui arrive. Sauf que la fin dans le jeu, il assume que tu n'auras jamais besoin de changer. Parce que ce que tu vas faire, parce que là, c'est là on va parler du système rapidement, puis après ça, on va s'embarquer un petit peu plus dans les détails. C'est que la particularité, c'est que je te disais, c'est des 20 et des D6. C'est un système un peu similaire à l'avantage-désavantage, mais qui s'appelle les boons et les banes. Puis, enfin, un boon et un bane fonctionnent exactement de la même manière, mais un à l'inverse de l'autre. Donc, un boon, on va lancer un D6, puis on va l'ajouter à notre D20. Fait que si on a un D20 plus 2, ben on rajoute un D6 de plus. Tu peux vraiment faire du flair en tant que DM avec ça. Ah, absolument, parce que c'est la grosse force du jeu, du système, c'est que tu peux mettre un boon puis un bane sur n'importe quoi pour n'importe quelle raison. Fait que si t'es pas sûr, quelqu'un veut faire de quoi, que t'es comme ah, c'est peut-être difficile, t'ajustes pas le D6, tu lui donnes un bane à la place. Puis en fait, tu peux en avoir plein. Mais à ce moment-là, tu les additionnes pas, tu prends le pire. Ou le meilleur dans le cas des boons. Fait que si tu as 3 boons, tu lances 3d6, tu prends le meilleur, ça va être sur l'autre chance, tu as un 6, sur 3d6. Fait que tu sais, c'est vraiment cool, c'est super malléable, c'est super facile d'apprentissage. Moi, les joueurs, c'est juste ça qu'ils ont à apprendre. Tous les dégâts, c'est des D6, c'est super cool. Puis bon, c'est un jeu à caractéristiques comme Donjon Dragon, tu as la force, l'intelligence, l'agilité, puis la volonté. Puis, je traduis là, sur le fly, là, ça se peut que si vous allez à une VF du jeu, ça se peut que ce soit des termes différents, là, mais ultimement, c'est que tu as 4 stats, puis ben, les modificateurs, c'est tout simplement ton stat moins 10. Fait que t'as pas de gogos de bon, toutes les deux, tu montes de 1, puis etc. T'as-tu des négatifs? Absolument. Puis, tu sais, le jeu, dans le fond, toutes les caractéristiques sont déterminées par l'héritage, je pense qu'ils appellent dans le jeu. Je vérifie, vite. Ancestries, donc sur l'héritage essentiellement. Puis ça donne des stats de base que tu peux très légèrement customiser au début. Puis après ça, ben, tes classes vont te donner des points de plus en montant de niveau avec ton HP et toute la kit. Puis l'HP, on reste quand même assez low. J'ai fait 2 games de DME avec mon groupe. Puis tu sais, j'avais un monstre qui faisait 2d6 de dégâts, puis les players au level 0 avaient environ entre 8 et 12 points de vie. Fait que tu sais, ils pouvaient se faire one bat assez facilement. Puis au niveau 2, quand ils ont gagné leur niveau 1, ils ont gagné comme 4 ou 5 points de vie de plus. Ça me rappelle les ogres D&D qui font 2d6 plus je sais pas quoi. C'est ça. Un gros club. Ben, il y en a là-dedans, des ogres, qui c'est genre super dangereux. L'armure, ça réduit dessus aussi. Ouais, dans le fond, ton armure est basée sur ton agilité ou avec l'armure que tu as sur le dos. Les armures légères, ça prend en compte ton agilité. Les armures moyennes et lourdes, non.
C'est super simple. Il n'y a pas comme 48 pièces d'équipement. Je pense que la table d'armure est grosse dans le livre. Fait que, le jeu est ultra efficace dans ce qu'il fait. Puis je pense que la plus grosse force du jeu, c'est la création de personnages. Peut-être pas au début, mais dans les possibilités que ça offre. Pas parce que le jeu est ultra min-max, 10 000 options de feats, puis de petits détails, de petits boutons à tourner. C'est plutôt que tu as un nombre incroyable de classes. On parle de 4 classes novices, qui sont les classes que tu obtiens au niveau 1. Ensuite, au niveau 3, tu choisis une deuxième classe, et tu peux prendre n'importe quelle. Il y en a peut-être qui ont des prérequis spécifiques, mais en général, t'es pas locké dans un groupe de classe parce que t'as pris Warrior au level 1. Ça fait penser au vieux Final Fantasy. Mettons ton fighter, il y a comme la version comme upgradée, mais là, tu peux prendre telle affaire. Mais c'est ça qui est cool parce que, tu sais, mettons, tu choisis niveau 1, tu prends Warrior. Au niveau 3, tu peux aller chercher un Spellbinder. Puis là, tu deviens un mix unique des deux, tu sais. Okay. Puis après ça, au niveau 7, beaucoup plus tard, tu as les Master Paths, puis il y en a comme le triple des experts. Il y en a une quantité absolument astronomique. Mais l'affaire, c'est que plus tu avances, plus tu deviens spécialisé. Parce qu'au début, tu sais, au niveau 1, tu as magicien, priest, rogue, warrior. Tu sais, c'est ultra large comme catégorie. Puis à la fin, tu sais, les Master Paths, tu as des affaires comme Mage Knight, Healer, Gunslinger, Stormbringer, Wood Woes, whatever that means. Peu importe ce que ça veut dire. Wood Woes? Wood Woes, je sais pas ce que c'est. Faut découvrir ça dans le livre. Mais ça pour dire que ça devient très, très, très pointu. C'est hydromancien. C'est comme. T'es pas juste un wizard, t'es un hydromancien. Mais il n'y a rien qui t'empêche. Mais c'est fun parce qu'il n'y a pas grand chose qui t'empêche de faire ton mix and match de ce que tu veux. Ouais. Puis le jeu est fait pour des aventures relativement courtes. Parce que dans le fond, moi, quand je lisais la section du Game Master, qui explique un peu comme on dit la construction d'un scénario, ce genre de choses-là, c'était conseillé que les aventures durent 1 à 2 sessions de jeu. Puis que le groupe gagne un niveau au terme de l'aventure. Ça ressemble à quoi une game? C'est quel genre de... Je pense que tu peux faire un peu... Genre, tu trouves des monstres, tu tapes ou... tu sais, le style de jeu, en plus, je baisse les yeux, puis dans le forward du livre, l'auteur dit c'est comme si D&D et Warhammer Fantasy Roleplay avaient eu un bébé qui a passé 9 mois à écouter du heavy metal dans le ventre de sa mère. Fait que c'est vraiment genre un genre de mix and match de ces deux styles-là, puis c'est très vrai. Avec un espèce de petite couche de grunge de plus, là, où est-ce que tout est un peu sale, puis tout est un peu genre corrompu, puis dégoûtant. Fait que, moi, en tout cas, moi, comment je l'ai runné jusqu'à date, j'ai fait un peu comme des mystères enquêtes avec des dangers au travers. Souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, puis ça provient souvent de ce qu'il appelle le Shadow of the Demon Lord. C'est une entité, le Demon Lord, dans l'univers du jeu. Okay. Puis son Shadow, c'est comme son approche, essentiellement. Puis au fur et à mesure qu'il approche, bien, on va, tu sais, il va y avoir de la corruption, il va y avoir des phénomènes qui vont se manifester. Puis dans le fond, dans la section du maître du jeu, tu peux choisir ce qu'il appelle ton shadow. Puis il y en a une liste d'une vingtaine, tu peux lancer au hasard ou le choisir. Puis ça peut te donner un guide de comment aligner ta campagne, tu sais. Fait que dans le fond, tu peux juste prendre cette idée-là, partir de, on va dire, des manifestations légères de cette idée-là. Puis plus tu avances, plus tu vas rajouter du poivre dans ton assiette, puis plus tu vas mettre des affaires, puis à un moment donné, là, tu es rendu au point ultime de cette giga corruption-là. Je peux te donner un exemple que moi, je suis en train de faire avec ma campagne. Ouais. Dans le fond, moi, j'ai décidé qu'il y avait une espèce de corruption dans un immense gisement de fer qui est celui le plus, qu'on va dire, exploité dans la région du continent. Puis les gens qui se tiennent proches de ce métal-là se retrouvent à muter ou à avoir de la folie ou des trucs comme ça. Puis c'est un peu la volonté du Demon Lord qui se manifeste à travers ce matériel-là. Puis l'affaire, c'est que c'est en train de se répandre partout, puis il y a de plus en plus de gens qui utilisent ça pour faire soit des armes, pour des outils, des choses comme ça. Puis c'est en train de rendre des gens fous à plein de places. Puis je dis fou comme ils se mettent à vénérer les démons, puis là, ça crée des phénomènes. Puis à travers ça, mes personnages vont investiguer, vont devoir trouver des indices, essayer de comprendre d'où ça vient, trouver la source, puis dealer avec. Ça veut dire que tes personnages, justement, ils ont des skills sociales, des choses comme ça? Ouais, ça se fait pas mal avec des jets de will puis intellect, des trucs comme ça. Il n'y a pas de skill
skills dans le jeu, mais tu as des talents. Les talents, c'est des trucs qui vont affecter comment le jeu fonctionne. Ok, en utilisant tes stats, mettons. Ouais, c'est ça. Ben, qui vont te donner soit des bonus dans ces circonstances, soit qui vont te permettre de faire peut-être juste plus de dégâts. Ça peut aller. Cool, ça. Les rogues, ils ont un équivalent de sneak attack, etc. etc. Puis à chaque niveau, tu vas gagner des talents ou des options de personnage. Ce qui est intéressant, c'est que tu sautes de classe en classe. Je m'explique. Tu commences au niveau 1 avec ta classe de base. Niveau 2, tu as un autre bonus relatif à celle-ci. Au niveau 3, tu as une deuxième classe qui embarque. Au niveau 4, tu obtiens un bonus relié à la race que tu es. Au niveau 5, tu retournes avec un bonus de ta première classe. Au niveau 6, un bonus de la deuxième. 7, tu as ta troisième classe qui embarque. Fait que tu as comme un genre de criss-cross. Ouais, un criss-cross. Okay. À un moment donné, tu n'as jamais un bonus qui provient de la même source en avançant. Fait que c'est le fun parce que tu as toujours de quoi un peu de nouveau. Ben, je trouve que c'est quand même vraiment bien fait. C'est intéressant parce que ça fait en sorte que tu deviens meilleur dans ton ensemble que tu es avec une progression qui fit un narratif. Ouais, ben c'est ça aussi. Fait que tu veux toujours choisir en fonction de ce qui s'est déroulé dans les parties ou de ce que ton personnage a découvert, de l'expérience qu'il a eu, ou c'est entre deux games, tu peux tailler ça dans une histoire. Tu as rencontré quelqu'un, il a fait, tu t'es trouvé un maître qui t'a montré des choses. Puis après ça, avec ton DM peut inclure ces éléments d'histoire dans le truc. Peut-être que finalement, le maître, il va se retrouver à être emprisonné dans cette espèce de. J'avais parlé récemment à un de mes amis qui me disait que ce qu'il n'aimait pas de Donjon Dragon, c'est le fait que quand tu montes de niveau, tout monte de ta classe. Ah, ok. Même si tu n'as pas fait la patente dans ta classe. Ouais. Fait que ça fait un bon compromis entre les autres que tu as un skill qui monte avec tes niveaux. Ça fait en sorte que tu montes comme par palier personnel. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait qu'on dirait que c'est plus organique si on veut. Oui, vraiment. Puis le système, le jeu a un système de niveau 0 où est-ce que tu prends pas de classe finalement. Tu fais juste choisir ta race, puis ça te donne tes stats, tes affaires, puis il y a une couple de petites habilités avec la race qui est déterminée par ça. Fait que tu as quand même tes points de vie, tu peux très bien jouer avec un bonhomme level 0. Puis selon ce qui se passe dans ton aventure de niveau 0, ben, tu vas décider quelle classe il va prendre dans les 4 premières ou dans les 4 novices classes que tu as accès. Est-ce que ton personnage a été confronté à des écrits occultes étranges, puis peut-être qu'il les a ramassés parce que ça l'intéresse, puis après ça, oups, là, tu développes magicien, tu commences à apprendre des trucs. Même chose, moi j'en ai un dans mon groupe que ça a donné que il y a comme premier cadavre qu'ils ont trouvé, la première fois qu'il a dit je vais y faire les poches. Puis là, il y a comme un moment où c'est comme je l'ai vu dans sa face, il a fait mon bonhomme, c'est un truc de cul, man. Puis il a décidé, mon bonhomme, puis la personne, je lui ai dit c'est un rogue. Il a fait c'est un rogue, puis même chose avec le cléric, il avait lu un peu sur les déités du jeu, puis il avait essayé d'incorporer ça dans son roleplay beaucoup parce qu'il voulait faire un priest. Ben, il l'a joué pour l'avoir, puis je trouve que ça, c'est important. Parce que, comme tu dis, à D&D, là, ce qui arrive souvent, c'est que tout le monde fait je veux jouer telle affaire, je veux jouer un half-orc barbare, je vais faire telle classe. On n'est même pas level 3, c'est déjà tout ce que tu veux jouer, c'est déjà toutes tes affaires. Puis je trouve que ça, c'est le fun, puis c'est un plaisir qu'on a à découvrir ce jeu-là. On connaît rien. Fait qu'on n'est pas préconditionné à vouloir aller vers quelque chose. C'est pour ça que je vous le recommande, en fait. Parce que si vous êtes habitué de jouer à D&D, vous êtes un peu tanné, mais on s'entend, il faut aimer le caractère un peu croûté du jeu, là. Il y a une petite croûte, le jeu. C'est-à-dire que c'est censé être gore, c'est censé être dégoûtant, c'est censé être épeurant. Mais, puis d'ailleurs, dans les trucs du maître, pendant des périodes, tu as une stat d'insanity ici que je vois. Yes. Je vais y venir dans 2 secondes. Ce que j'allais dire avant qu'on saute là-dessus, ça va se relier avec. C'est que dans le toolbox du maître du jeu, dans le livre, il t'explique comment faire de l'horreur. Ça, c'est cool parce que des fois, les jeux, on dirait que ça assume que tu sais quoi faire un peu au niveau des créations d'histoire, je trouve. Puis il t'explique c'est quoi les éléments de l'horreur puis comment l'atteindre. Il t'explique, t'es pas obligé d'avoir tout dedans. C'est juste que si tu peux y aller par du choc, tu peux y aller par juste du dégoût. C'est quand même assez vaste, l'horreur. C'est ça. Fait que c'est un peu à force d'en faire, là, il y a plein de styles. Il t'explique un peu du body horror, des trucs comme ça. Mais dans le livre, il t'explique un peu une couple de trucs comme ça. Puis comment atteindre ce niveau-là pour tes joueurs, que tes joueurs aient peur, essentiellement. Oui. Il y a aussi le fait, à Donjon, faire l'horreur, c'est complexe parce que tes bonhommes sont vraiment forts. Oui. Puis souvent, les gens connaissent les règles, fait qu'ils savent que c'est encadré, fait des trucs étranges, ça peut être là, sauf quand tes gens peuvent juste comme. Et avec le système de Boon et de Bane, avec le système de Boon et de Bane, il y a des trucs qui sont déjà préécrits dans les systèmes de combat. Je vois plus ça comme des idées. Le jeu te piche des idées de comment utiliser le système de combat. Puis
ce qui est le fun avec ça, c'est qu'à l'inverse, toi, tu peux voir ça puis essayer d'appliquer la même logique à d'autres choses qui n'est pas dans le livre. Fait qu'avec c'est un système qui est ultra flexible. Puis si un joueur veut essayer de faire quelque chose, tu n'es pas sûr de comment l'appliquer, tu sais pas comment tu trouves. Tu veux-tu qu'il t'aimerais-tu être difficile? Vous donner un Bane, peut-être 2. Tu sais, Je veux stacker les enfants. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, c'est ça. Puis, Mais c'est cool parce que tu lances plein de dés. c'est ça. Fait que tu sais, mais les boons et les Banes se cancellent. Fait que si tu as 2 boons, 3 Banes, ben t'enlèves les 2 puis t'en enlèves juste un. C'est avantage, désavantage. C'est ça. Sauf qu'au lieu d'être oui ou non ou 0, tu sais, comme dans Donjon, ce qui est plate un peu, c'est que tu as avantage, désavantage. Si tu as les deux en même temps, ben c'est 0. Tandis que dans ce jeu-là, ben là, ils peuvent tu peux essayer de offsetter ton Bane avec des circonstances positives, puis les dépasser même peut-être, tu sais, les pouvoirs magiques, des choses comme ça. Fait que je trouve que c'est ultra facile à prendre en main. Ça, c'est ce qui m'a vraiment surpris, là. J'avais monté mon petit scénario avec ma petite toile de plot non existant, pas clair, là, que je t'avais montré. C'est un bon, je dirais, ok, Vince dit que c'est assez flou, mais l'idée, c'est un bon système de monter des plots pour ça, pour de vrai. En fait, c'est que tu l'expliques un je vais juste. On pourrait même faire une jasette au complet sur ce genre comment Vince monte, tu sais. Ouais, comment faire. En fait, c'est comment faire des intrigues sans trop. Oui, on a parlé des intrigues, mais comment faire une intrigue sans. Non, on a déjà fait une vidéo. C'est sûr que oui. Mettez-nous dans le commentaire si vous trouvez le vidéo. Mais ça pour dire que c'est fun de faire de quoi de un peu vague. Quand tes ennemis, quand tes players ont des liens, pour des liens, s'ils fit, faites-les. Ben, tu peux dropper tes indices quand ils ont trouvé les. Ton indice, c'est pas obligé d'être à une place spécifique, il peut être à 8 places tant qu'il regarde la bonne place, puis c'est correct. Ça fit avec ce système-là aussi. Oui, je trouve que c'est parfait pour ça. Parce que tu peux monter des trucs vite, ça se joue en 2 games, puis après ça, ils montent de niveau, on continue. Fait que atteindre le niveau maximum qui est 10 est assez rapide, quand même, je pense. Ça se fait assez bien dans une campagne. Si tu joues à toutes les semaines, je pense qu'en dedans d'une couple de mois, tes bonhommes sont rendus en haut. Là. Je pense que les gens sont rendus là à faire des campagnes d'une couple de mois. Ouais, c'est ça. C'est pas obligé d'être plusieurs années, tu sais. Parce que là, c'est drôle parce que quand j'étais à Pâques, j'étais chez la belle famille, puis mon beau-frère qui me disait hey, telle personne chercherait un DM. J'étais comme. J'ai pas le temps. j'ai pas 2 ans. J'ai pas 2 ans là, à mettre là-dessus. Je pense que ça, ce jeu-là, ça peut être une bonne solution à ça aussi. C'est sûr que D&D, on peut le faire aussi, là, mais je trouve que ça, c'est tellement bien fait pour ça. Ouais. C'est fait pour faire des petites courtes aventures. Tu montes de niveau, puis tu sais, dans le livre de base, t'as un paquet de monstres, t'as plein de bestiaires qui existent. C'est comme une belle ligne de jeu de rôle pour vrai. Ça, t'achètes ce livre-là? Moi, j'ai commandé le mien chez Détour Ludique, imagine-toi. Fait que, tu sais, imaginez-vous, Détour Ludique, on les remercie d'ailleurs. On les commandite toutes nos actual plays, fait qu'on chante out. Merci. Allez voir, détourludique.com. Revenir, on parlait d'insanité. Il y a un système d'insanité dans le jeu. Super cool parce que dans le fond, tu accumules les points d'insanité quand tu es confronté à quelque chose de vraiment horrible. Ça se fait avec un jet de will. Tu lances un jet de will, si tu as 10, t'es correct. Peut-être que si c'est ultra dégueulasse puis que c'est quelque chose de vraiment genre choquant pour ton personnage, ben peut-être tu vas pas donner des bains avec. Si c'est quelque chose de particulièrement genre difficile à rationaliser. Ben là, tu rajoutes des bains, puis là, ben, t'es un sucker, tu prends des points d'insanité. Puis, si ton insanité devient trop haute, tu peux devenir juste fou, puis considérer ton personnage comme étant injouable. Sauf que, pour prévenir ça, dans ton downtime, tu peux dépenser tes points d'insanité pour obtenir ce qu'on appelle des quirks ou des manies. Et là, ton personnage commence à avoir justement des manies que tu dois roleplayer. Puis, tu vas peut-être devenir un peu un boulet pour ton groupe. Puis ça, c'est ce qu'on veut parce que c'est le fun. Puis, il n'y a pas de personnage dans ce jeu-là qui se rend super loin en level sans être un peu. Je suis en train de me dire que ça fit aussi parce que l'esprit humain est fait comme ça, en fait. Par exemple, là, il essaie de stacker le stop quand il peut plus, mais là, pouf, sauf que là, il y a de la magie. Là, on a de la magie. Fait que sauf que, overtime, les personnages comme type cléric, tout ça, peuvent un peu, genre, te faire regagner ton insanité. Tu sais, de le faire. C'est cool. Fait que, tu sais, t'as pas. C'était pas un counter un peu. Call of Cthulhu, je pense que c'est un peu, en guillemets, ça le problème. Moi, c'est ça monte, puis à un moment donné, ton bonhomme, il va être fourré, c'est sûr, tu sais. Ouais, c'est très dur à. Tu sais, faire des campagnes de Call of Cthulhu, j'imagine ton personnage, tu vas peut-être passer à avoir des persos parce qu'ils deviennent fous, tu sais. Ben. Mais il y a pas, tu peux, comme du downtime que tu peux faire pour. Ouais, mais c'est dans Dead Game, je sais qu'il y a du downtime pour essayer de repogner la sanité, mais c'est plus arranger tes relations personnelles. Mais Call of Cthulhu, c'est que c'est juste le rythme est tellement lent, si on veut, que tu peux étaler ça quand même assez longtemps. Ok.
Mais là, c'est pas pire, parce que ça a l'air assez manageable, je trouve. Là. Ouais, c'est ça, t'as comme une ça veut dire que comme DM, ça veut dire que tu peux vraiment, là, tu peux beurrer. Là. Ça veut dire que tu peux beurrer parce que tes joueurs seront pas fucked par ça, tu sais. Ça, je trouve que c'est important parce que ça te permet de jouer plus sur ça, tu sais. Parce que sinon, quand tu fais tes games, il faut que tu penses vraiment comme, que je vais pas scraper trop. Le système de combat. Ah, ben oui. Failli pas en parler. Imagines-tu, on a parlé du système de combat. Le système de combat est ultra simple. C'est tu prends des tours courts ou des tours longs dans un round de combat. Donc, le round étant l'entièreté d'un tour de table. Tu demandes au début du round qui va prendre un tour court, qui va prendre un tour long. Les joueurs lèvent la main. Toi, tu vas pouvoir dire, à ce moment-là, tu annonces aussi que tes monstres, tel monstre prend un tour court, un tour long, puis etc. Ensuite, ben, c'est player avant les monstres. Tout le temps. Dans l'ordre qu'ils veulent. Entre eux autres, ils décident ça. Puis, il n'y a pas de jet d'initiative, il n'y a pas de taponnage à gérer. C'est juste le tour qui veut faire quoi. Un tour court, essentiellement, tu vas faire juste une action ou un mouvement, mais pas les deux. Puis un tour long, ben, tu fais les deux. Fait que si tu veux essayer de sneak in un petit quelque chose, genre vite avant que le monstre il te court vers toi puis qu'il tabasse, ben tu fais juste courir puis that's it, tu sais. Tu peux faire des trucs comme ça. Fait que tu sais, c'est quand même un peu, il y a une petite. Puis mes joueurs s'en sont déjà servis, tu sais, un peu à leur avantage. Puis ça, j'ai trouvé ça cool. De voir un peu, d'essayer d'avoir des stratégies. Mais c'est quoi le désavantage de faire un tour long? Ben c'est que t'es après les tours rapides. Ok. Fait que tu sais, les fast turns, ou les tours rapides, en fait, tu sais, je dis court long, mais c'est rapide. Mais ça veut dire que en fait, ça va être joueur court long, monstre court. Dans l'ordre, tu fais. Joueur court, monstre court. C'est ça, joueur monstre, okay. Puis après ça, tu as la fin de tour. La fin de tour, c'est là que toutes les affaires qui sont overtime, c'est tout en même temps, c'est la fin du tour, puis tu règles tout ça. Fait que c'est ça. Fait que après ça, tu recommences. Puis ça va vite. Puis les systèmes de combat, mais c'est cool parce que tu as une option, pas de bluff, mais de feinte que tu peux faire. Yeah. Les joueurs peuvent être intelligents avec leur. Ouais, puis toi, tu peux coller un fast avec ton monstre, puis là, ils font fuck. Tu sais. Là, le rendu là, je pense que chaque table doit un peu déterminer un peu comment il veut faire. Est-ce que le DM colle toujours ses monstres après les joueurs? Moi, je ferais comme du poker un peu. Mettons, tu mets une carte ou quelque chose. Ouais, il faut que tout le monde la flip. Ça serait probablement une façon de le faire que personne ne peut réagir à rien, tu sais. Mais t'as du bluff là-dedans qui est cool parce qu'à la base, tes monstres, s'ils sont intelligents ou whatever, ils peuvent faire cette affaire-là aussi, feinter des affaires. Fait que tu sais, je trouve que c'est un système qui. Je trouve que la beauté du système est vraiment dans sa simplicité. Mais c'est sûr qu'on va faire une game. C'est sûr qu'on fait une game sur le channel à un moment donné. Je vais vous faire jouer à ça. C'est le fun au bout. Je serais vraiment down pour ça. J'adore ça à date. Là. Comme je dis, j'ai juste fait 2 games, puis on est comme wow. Puis là, mon groupe va commencer à jouer à D&D dans pas longtemps à la place. Mais c'est correct, c'est parce qu'on voulait le tester, parce qu'on savait qu'on voulait jouer à D&D avant, puis ça me permet de connaître mes nouveaux joueurs. C'est toujours vers quelque chose de court. Mais je rejouerais là, 100 000 à l'heure. Ouais, c'était intéressant. C'est quoi le défaut de ça à date que tu as vu? Il y a peut-être un peu de. C'est comme du DM fiat, où est-ce qu'il faut que tu décides. Des fois, il faut que tu décides. Tu as peut-être un peu de décision mécanique à faire. Ou est-ce que tu. Ça couvre pas tout. Ça, c'est tout le problème des. C'est ça, c'est le problème des. Ouais, le DM fiat, ça veut dire que c'est la job du DM. Okay. C'est essentiellement, c'est juste parce qu'un système qui est simple et large, souvent, c'est tous les systèmes qui ont un peu une simplicité. Leur défaut, c'est que des fois, il faut que tu guesses. Il faut que tu y ailles. Combien de bains je donne pour ça? Je sais pas. Tu y vas au field. Souvent, ça marche, tu sais. Mais c'est pas super, je te dirais. Puis, tu sais, il y a un système de magie, on n'a pas parlé bien, mais tu sais, c'est avec des spell slots basés sur ton power que tu gagnes avec soit des objets, soit des. C'est-tu des spells flashy un peu comme D&D? Des effets. Dans le fond, tu as 4-5 spells par tradition qui appellent. Puis, tu sais, les traditions, là, je te montre ici, là, mais tu sais, il y en a comme une liste. Là. Ça, c'est des traditions, puis il y a 4-5 spells par. Vingtaine peut-être. Fait que dans le fond, quand tu apprends quand tu es un magicien, je pense. Je m'embarque dans quelque chose que je sais pas. Fait que je vais y aller avec le cléric. J'en ai un dans ma game. Puis le cléric, essentiellement, quand il a pogné son niveau de priest, là, il a choisi une tradition. Puis après ça, il peut choisir, je pense, une profession ou un truc ou une autre tradition. Puis, tu sais, l'idée, c'est que là, c'est que tu as accès à une liste de spells, mais tu les as pas toutes. Fait que tu choisis des traditions. Traditions, on parle de trucs comme air, nature, life, fire, ou ben destruction, transformation, time. Fait que c'est pas juste des. Parce que des fois, dans les jeux, t'as des espèces d'effets comme internes, si on veut. Là. Mm-hmm. Tu regardes la personne, t'agites tes mains, puis là, soudainement, t'as des visions ou whatever. Mais tu peux avoir aussi des boules de feu que tu pitches. Oui. C'est ça ma question ultimement. C'est que tu peux prendre c'est ça, tu peux jouer full blaster élémentaire, jouer avec les 4 éléments, puis faire ça.
Ou tu peux y aller avec de quoi de crissement. T'as une tradition forbidden. Tu sais, c'est comme. T'as plein d'affaires de même. Tu sais, ça va dans toutes les sortes de flavors. Fait que t'en as pour tout le monde. Ça, je trouve que c'est cool. Puis considérant qu'il y a une chier de Master Path avec 1 million d'habilités différentes, ben, je pense que le jeu reste assez customisable sur comment tu fais ton personnage, tu sais. Mais sauf que c'est pas. Mais j'ai pas. Enfin, c'est pas. T'es pas mécaniquement attaché à quelque chose en prenant une classe, tu sais. Fait que t'es comme. Tu peux un peu diverger pour faire ta propre affaire, tu sais. Puis ça, je pense que c'est la plus grosse force du jeu. Puis comme je dis, ça fait. Tu sais, la faiblesse, puis ça n'est-tu vraiment une, tu sais, c'est juste le fait que des fois, c'est un peu. Des fois, il faut que tu y ailles un peu au feel, comme DM, sur qu'est-ce que tu fais lancer, et tout ça. Bon. Mais je trouve que rien que ça. c'est ça, c'est pas si pire. Le système vient avec un setting, je le connais pas encore super bien, il s'appelle The Lands of Rule. C'est comme un gros continent, puis tu sais, il y a du lore, par exemple, dans le livre, puis il y a plein de livres de plus qui l'expandent, mais tu sais, t'as des trucs cool comme l'espèce d'ancienne capitale des humains a été comme complètement renversée par les orques. Parce que les orques, c'est des créatures qui ont été créées comme machines à tuer, puis c'était des soldats qui ont été créés un peu à la Tolkien, tu sais. Puis ils ont fini par essentiellement devenir indépendants, puis se réaliser qu'ils peuvent avoir leurs propres goals, leurs propres ambitions, puis tout ça, puis ils ont juste passé sa capitale, puis ils l'ont renversé. Puis c'est rendu juste une grosse ville brutale d'orques, au-dessus duquel il y a une citadelle flottante de magiciens, mais ça, c'est autre chose. Mais tu sais, il y a des. Mais tu sais. Il piche sur un vidange. Mais tu sais, le lore a l'air très cool. Fait que si tu veux pas jouer avec du homebrew, t'as du stock là-dedans. Puis je suis pas mal certain qu'il y a des livres qui sont dédiés à des settings ou au lore, des trucs comme ça. T'as des aventures, t'as des trucs, je pense qu'il y a des bestiaires, évidemment. Je serais pas surpris qu'il y ait des expansions au niveau soit des classes, puis peut-être même des levels. J'ai entendu, puis je peux pas renseigner. Ça va être quand même assez simple à faire. Tu sais, juste développer plus haut, puis tout ça. Fait que tu sais, c'est juste, je trouve que c'est un excellent jeu. Je conseille à tout le monde. Puis si vous aimez un jeu, justement, les jeux un peu plus dark, un peu plus grit, où est-ce que tes personnages sont plus fragiles, que les monstres sont plus dangereux, que la folie est toujours à la porte, puis que, tu sais, que c'est ce genre de jeu-là, puis la mécanique est simple. Les personnages sont très, très adaptés à ce que tu veux que ce soit. Parce que tu as tellement d'options que tu peux vraiment très bien crafter un mix parfait pour toi, puis les événements qui ont mené à ces choix-là, tu sais. Parce que, tu sais, la deuxième classe, tu n'as choisi pas avant le level 3, tu as quand même, entre guillemets, 3 aventures là, à vivre à travers de ça. À voir qu'est-ce qui se développe. Tu sais, selon ce que le DM va te mettre dans son aventure, peut-être qu'il y a des éléments qui vont te frapper, qui vont te faire choisir quelque chose par rapport à ça. Puis je trouve que c'est très, très, très. L'éventail est très, très large. Fait que ça, c'est très, très cool. Fait que voilà, je suggère ça à tout le monde. Y a-t-il autre chose que j'ai peut-être pas parlé? On a fait le tour pas mal. Fait que checkez ça, Shadow of the Demon Lord, si vous avez envie de rajouter un autre système des vins à votre bibliothèque. Vous n'avez pas envie d'aller trop loin de D&D, mais vous êtes un peu tanné de la 5e édition, par exemple, ben essayez ça. C'est, je trouve, à date, un des jeux les plus proches. Bon, on exclut Pathfinder et ces choses-là, mais là, ça devient de plus en plus différent à cette heure. Mais si vous voulez pas toucher à Pathfinder parce que c'est trop compliqué, il y a trop d'options, c'est un peu trop mécanique, mathématique, ben Shadow of the Demon Lord, c'est complètement le contraire. Fait, mais tout en ayant plein d'options. Puis, c'est ça. Essayez-le. Je pense que ça vaut la peine. Si vous avez des questions dans les commentaires, écrivez-nous-les. Moi, ça me fait plaisir de vous jaser du jeu avec vous autres. Venez nous voir sur Discord, bien sûr. Hein? Oui. Ils ont parlé de c'est plein de mimes. Ouais, puis il y a aussi des discussions sur un paquet de trucs. Là, mais oui, il y a ça aussi. On parle des fois. Moi, je check juste les mimes. Mais c'est correct. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Puis dans la prochaine jasette, on parle de quoi, Guillaume? Une conséquence. Les conséquences aux actions des joueurs, peut-être? Bien les choses. Oh, on va découvrir ça dans 2 semaines. Fait que merci de nous avoir écoutés. Puis on se reprend à la prochaine aventure. Ciao.